C'est les derniers moments où je peux blaguer. Enfin, non, à la limite, si t'as quelques blagues, si t'as une blague sur les Belges, tu vois, on prend. Hein. Il n'y a pas de tabou sur le podcast. Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Fabien Dessin. Fabien est entrepreneur et notamment spécialisé sur l'import-export depuis maintenant plus de 15 ans, depuis 2005. Et donc c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de tout ce qui touche aux achats, au sourcing et notamment avec un focus sur la Chine. On va donc parler de sourcing, de la plateforme Alibaba, de l'intérêt d'aller physiquement en Chine pour rencontrer ses fournisseurs, des différences culturelles, on va partager des anecdotes de ces choses qui se sont passées dans les usines, mais aussi on va parler des erreurs que font trop de e-commerçants quand ils décident d'aller acheter en Chine. C'est un épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer parce que vous le verrez, Fabien a beaucoup d'énergie, c'est très communicatif et donc ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec lui sur tous ces sujets. Avant de passer à cette conversation, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et fondateur de Jams. Donc chez Jams, on fait plusieurs choses. Tout d'abord, de l'agence, c'est-à-dire qu'on prend en charge les comptes Amazon de nos clients et on les aide à développer leurs ventes. Donc c'est plutôt réservé aux clients entreprises, marques qui sont déjà établis. On fait à côté de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on vous guide aussi bien pour vous lancer sur Amazon que pour passer des paliers. Donc l'accompagnement, d'autres personnes appellent ça coaching ou encore mentoring. Le coaching, le mentoring, ça se destine plutôt au profil entrepreneur. Dernière chose, on fait aussi de la formation, donc formation en ligne, pour que vous puissiez rester à jour par rapport à tout ce qui se passe et qui change sur Amazon et donc bénéficier de notre expertise à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos sur l'agence, le coaching et la formation sur notre site à l'adresse suivante jams.fr et ça s'appelle jamz.fr. Une dernière chose avant de passer à la conversation avec Fabien, on approche maintenant des 25 épisodes de podcast qui ont été publiés. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent chaque semaine les épisodes, je vous en remercie. Et si vous n'avez pas encore laissé une évaluation sur Apple Podcast, anciennement iTunes, c'est le moment de le faire. Ça fait maintenant 25 épisodes. Peut-être que vous suivez le podcast depuis ses débuts, peut-être pas, peut-être que vous êtes arrivé en cours de route. En tout cas, si vous écoutez le podcast, c'est qu'il vous plaît. Et donc, je vous invite à mettre une évaluation sur iTunes. Ça aide à donner au podcast de la visibilité. Voilà pour l'intro. On va maintenant passer à l'interview à proprement parler. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Fabien Dessin. La raison pour laquelle je t'ai invité sur le podcast, c'est que dans l'univers Amazon, tu vois, on parle vite beaucoup de trouver le bon produit, on parle vite de quels sont les hacks pour arriver en première page, tu vois, on parle de mots-clés de toute la partie vente, etc. Mais à la fin de la foire, il y a quand même la partie achat qui est super importante, la partie import, puisque Amazon, ça reste qu'un canal de distribution, mais l'entreprise qui est derrière ce compte Amazon, elle est dans l'achat et la revente. Et donc, je voulais inviter un expert pour parler de tout ce qui touche à la partie achat, puisque c'est quand même fondamental. On pourrait presque dire que tu vois, c'est un petit peu comme l'immobilier. On dit qu'on fait sa marge à l'achat. Et je dirais que si on veut de la performance sur un business Amazon, de maîtriser toute la partie avant Amazon, c'est super important parce que ça conditionne quand même fortement, enfin ça conditionne du moins le résultat qu'on a à la fin du mois, quoi. Donc, pour revenir, on va parler de tout ça, mais j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu en arrière et sur tes débuts, puisque tu as commencé dans l'import en important, il me semble, des mini-motos, un conteneur de mini-motos. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où est-ce que tu étais et comment ça s'est passé, ce premier import? Alors, tout à fait, Sylvain, c'était les mini-motos, les pocket bikes à l'époque. 2005, août 2005, j'étais encore étudiant, j'entrais dans une année supplémentaire à la fac, et on est venu me proposer justement, j'ai vu passer sous mes yeux la mini-moto, et il y avait énormément de demandes. C'était vraiment le produit que tout le monde voulait s'arracher. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était fabriqué en Chine, un produit qui se vendait sur le marché en France à un peu plus de 300 euros, coûtait 75 $. À l'époque, en plus, on avait la chance d'avoir une conversion, on avait un euro qui était très très fort, donc les 75 $, ça équivalait à l'époque à 50 euros. Donc tu vois, même sans connaître les taxes et les frais, tout de suite je me disais, ouais, il y a quand même une marge qui est impressionnante. Qui a l'air sympa, ouais. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, je me suis lancé dans ce business avec 15 000 euros de mise de départ. Pourquoi je te précise ça? Parce que il est possible de faire un conteneur, même avec moins que ça. On imagine tout de suite l'import des centaines de milliers d'euros, mais il est possible. Là d'ailleurs, j'ai un de mes élèves qui a commandé son premier conteneur pour 5 000 euros. Donc
petite parenthèse, moi j'avais réussi à récolter 15 000 euros en regroupant un prêt étudiant, quelques petites économies, quelques aides de la famille pour faire venir ce premier conteneur donc de 15 000 euros et qui ont donné à la fin de l'année 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors, pas sur ce premier conteneur, mais on va dire que c'est de fil en aiguille que tu as fait grandir. Sur cette année, en fait, en démarrant le premier conteneur, j'ai enchaîné en plus. J'ai pris une vague, ce qui est super important dans le business. J'ai pris une vague et je m'attendais vraiment pas à ce que cette vague me fasse décoller comme ça. J'ai fait un premier conteneur et ensuite j'ai directement vendu aux professionnels en même temps que je faisais les particuliers. Donc, j'ai des personnes qui sont venues me voir. On a refait des conteneurs. On est parti sur du quad enfant. J'ai été précurseur sur le quad enfant, sur la pocket cross, sur la dirt bike, sur le scooter chinois. En fait, cette petite vague avec la pocket bike, c'est vrai qu'on se souvient beaucoup de moi par rapport à ces pocket bikes, mais j'ai fait vraiment peu de conteneurs sur toute cette carrière. Ça a été le premier produit, mais j'ai tout de suite été sur des nouveautés en fait qui étaient en train de se lancer dans le motorisé. Ouais. Et voilà comment ça s'est développé, quoi. Super. Ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, tu parles de vague, tu vois, moi j'ai plutôt l'analogie du vent. Mais en gros, tu vois, si tu fais de la voile, bah, tu as du vent et c'est la demande du marché, tu vois, ce que veut le marché. Et toi, en tant qu'entrepreneur, quelque part, c'est ta capacité à déployer une voile, tu vois, et puis à se faire tracter sur une tendance qui est là, quoi. Parce que l'erreur que font peut-être des vendeurs Amazon, c'est de se dire je vais lancer ce produit et puis parce qu'il est là, je vais essayer d'attirer l'attention et de créer une demande. Or, c'est beaucoup plus logique de sentir une tendance, alors avec plus ou moins de chance et plus ou moins de certitude, on va dire, quand on se lance. Mais une fois qu'on a trouvé une tendance et quelque chose qui pousse, derrière, d'aligner des produits. Alors, dit comme ça a l'air facile, ça l'est pas. Mais je veux dire, je pense que c'est la première leçon ici, c'est d'être sur une tendance. Ça permet d'accompagner le développement et même si c'est jamais facile, de quand même faciliter les choses, quoi. Derrière cette petite tendance, il y a eu l'apparition en fait de tout le motorisé chinois, quoi. Donc en fait, en prenant cette petite vague, ça m'a amené sur un business que j'imaginais même pas, quoi. Après, on a mis en place un réseau de revendeurs, on a développé ce business, on est devenu le principal acteur sur le produit motorisé en France, mais également on faisait les pays européens, le Maghreb également. On faisait sur 2000, je sais plus quelle année, 2000. Je dirais une bêtise, je sais qu'on a passé la barre des 8000 véhicules, ce qui faisait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. Alors c'est vraiment cette idée, tu sais, que 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'était la pub pour le loto. Et c'est aussi quelque chose qui est vrai dans le business, hein. Il faut importer un premier conteneur, il faut le vendre. Et c'est comme ça que tu mets le pied dans la porte et tu découvres, comme tu dis, tout un marché, toute une demande, quelque chose que tu ne soupçonnais pas. Mais c'est parce qu'il y a eu ce premier conteneur que, en gros, tu as commencé à avoir les contacts et tu as pu ouvrir les yeux finalement sur toute une opportunité, quoi. Voilà, du coup, ce sera ma question suivante. Tu vois, dans tout business, on va dire que la première difficulté, c'est de trouver des clients. On arrive toujours à trouver un fournisseur, quelqu'un qui est prêt à accepter notre argent, mais trouver des clients, ça reste, à mon avis, la première difficulté. Tu parles de distributeurs, de revendeurs, donc de faire du B2B. Comment est-ce que tu as trouvé ces premiers vendeurs et quels seraient tes conseils, en gros, pour trouver des clients en B2B ? On peut penser que trouver des clients, c'est la chose la plus compliquée. Pourtant, lorsque tu as la force, on va dire, d'acheter en direct en Chine, tu as quand même ce pouvoir, ce point qui est quand même pas négligeable, qui est le plus important, c'est tu achètes la marchandise au meilleur prix. Donc, vraiment, peu importe où tu vas te trouver, si tu as la bonne marchandise au bon prix, il n'y aura pas de problème pour développer un réseau de revendeurs. Et aujourd'hui, avec Internet, l'avantage, c'est que beaucoup de revendeurs cherchent eux-mêmes les endroits où ils peuvent aller pour trouver des importateurs ou des fournisseurs. On a vraiment un avantage. Avant, il fallait faire du porte-à-porte, il fallait téléphoner aux entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent de la marchandise. Moi, j'ai posté sur des plateformes, en fait. Je postais sur des plateformes et puis j'ai eu un retour parce que le produit était tout chaud, il était tendance. Quel genre de plateforme ? Typiquement des plateformes spécifiques B2B. Alors, dans le domaine de j'avais utilisé Desstock Plus.
Mais c'est pareil, je mettais sur une annonce ciblée, dans une annonce en particulier, je mettais sur une annonce ciblée parce que tu as aussi beaucoup de professionnels qui vont voir pour trouver des grossistes sur eBay, en Allemagne ou etc. Donc je mettais aussi sur eBay, vente aux professionnels, des plateformes aussi, même si c'est pas forcément fait pour ça, mais des plateformes Le Bon Coin où c'est des professionnels qui vont essayer de trouver qui est le grossiste, qui est l'importateur. On fait aussi du business sur ce type de plateforme. Et il y a quand même une chose qui est, alors, dans mon cas de figure, j'étais avec du motorisé chinois. Tu as un peu déjà une idée lorsqu'on parle de Made in China, même en 2020, c'est encore synonyme de petite qualité. Donc, quand tu rentres dans un milieu qui est Yamaha, Suzuki, bref, des grosses marques, et tu arrives avec un produit chinois, généralement, t'es vraiment mal reçu. J'ai commencé, moi, à contacter les différents magasins, etc., et je voyais bien que on repoussait le produit chinois. Donc, il y a un avantage, c'est quand le client vient de lui-même, c'est très confortable de faire du business. Donc, je pense qu'il faut axer avec un bon branding, avec un beau produit, avec une belle vente au particulier, et les professionnels nous trouvent de cette manière, parce qu'ils se disent, bon, lui, il a un bon modèle, du bon business, on va bosser avec, quoi. Ouais, je pense que ça a du sens. Et bon, j'ai un ami ici à Bali qui trouve des investisseurs immobiliers sur Instagram. Tu vois, je lui avais dit il y a 2 ans, tu trouveras jamais quelqu'un, tu vois, de sérieux qui a 500 000 euros à poser pour une villa sur Instagram. Tu vois, ces gens-là, ils sont pas sur Instagram, et c'est complètement faux. Ils y sont. Et donc, ouais, c'est pas surprenant qu'il y ait des professionnels sur eBay, sur Le Bon Coin, et qu'on puisse les toucher par des canaux qui sont pas nécessairement des canaux purement B2B, quoi. Ouais, et puis les professionnels sont tellement harcelés quand tu as une entreprise par tout type de vendeurs. Ils viennent pour de la marchandise. Qu'en fait, quand on vient te voir, t'es réticent, quoi. Alors que dans le schéma inverse, quand le professionnel est à la recherche de produits, bon, le business se fait facilement, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas la même dynamique. J'en parlais avec des potes ce week-end, tu vois, c'est pareil avec les femmes. Les femmes qu'on court, enfin, quand tu cours après une femme, elle va forcément te repousser. Mais si au contraire, c'est elle qui te court après, c'est sûr que c'est pas du tout la même dynamique. Je sais pas où je vais avec cette analogie, mais bon, quelque part, le business et les femmes. C'est je t'aime, moi non plus, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Alors, si tu en reviens un peu sur Amazon, en fait, le conseil qu'on lit un peu partout, c'est va sur Alibaba pour sourcer. Tu vas trouver tes fournisseurs sur Alibaba. Est-ce que tu as un avis sur Alibaba? Est-ce que toi, tu l'utilises? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels c'est intéressant d'utiliser Alibaba pour trouver des fournisseurs d'une manière générale? Enfin, qu'est-ce que tu penses d'Alibaba? Alors, c'est une plateforme que j'affectionne. J'ai toujours un œil sur Alibaba. Je regarde toujours. Le seul inconvénient aujourd'hui qui est apparu sur cette plateforme, c'est regrettable, c'est que les entreprises, pour amener en fait le client, vont t'annoncer un prix qui n'est pas du tout le prix quand tu les contactes, en fait. Tu vas voir un produit et quand tu demandes telle référence, on te dit non, mais en fait, c'est pas ce produit-là, on met ça pour justement que tu viennes nous contacter. Et ça, c'est de plus en plus souvent. J'espère que ça va être modifié, qu'il va y avoir une prise de conscience sur la plateforme, parce que tu perds du temps, quoi. Tu n'as pas, tu n'as pas le prix que tu vois apparaître sur cette plateforme. Mais à côté de ça, c'est quand même un super outil, parce que tu as le Gold Members, même si voilà, c'est quelque chose que les entreprises paient. Tu vois quand même depuis combien de temps elles sont Gold Members. Tu as aussi Alibaba qui vont inspecter l'entreprise, parce que c'est quand même bien organisé et bien carré en Chine. On vérifie les informations fournies de l'entreprise. Ça permet d'avoir un œil sur ce qui se passe en Chine. On voit les produits, ne serait-ce que d'aller voir les nouveautés, les tendances. Ça permet de voir ce qui se passe, quoi. Et Alibaba, c'est vraiment une plateforme que j'affectionne. Pareil pour les RFQ, quand tu as envie de faire un devis, c'est confortable. Tu peux poser ta requête, tu as des informations. Alors, c'est pareil, tu as plein de personnes qui vont te répondre à côté de la plaque par rapport au produit que tu recherches, mais dans tout ça, il y a quand même du bon à tirer, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un peu effectivement à boire et à manger sur Alibaba, et il y a des entreprises plus ou moins sérieuses, et en effet des gens qui, dès qu'ils voient le bout du nez d'un client, essayent de refourguer tout et n'importe quoi. Donc j'ai cette même expérience, mais c'est vrai que pour faire de la veille, je comprends que ça a clairement son Voilà, intérêt. tout à fait. Alors cela dit, on parle d'Alibaba, mais
j'ai l'impression, quand je vois ce que tu fais, quand j'ai suivi les contenus, je pense que d'une manière générale, tu as quand même une approche beaucoup plus terrain, où tu vas visiter les usines, tu vas rencontrer les fabricants, enfin, tu es beaucoup plus en contact avec la chaîne d'approvisionnement. Tu n'es pas derrière un écran à faire des achats voilà, enfin, depuis ton bureau. Et donc, ce sera la question, même si, bon, je pense à savoir la réponse, mais pourquoi cette approche terrain? Pourquoi aller comme ça beaucoup plus au contact des entreprises? Pourquoi aller sur place d'une manière générale quand on va faire des achats à l'international? Alors, je suis un aficionados du terrain. J'adore j'adore cet univers, visiter les usines, etc. J'ai pris beaucoup de plaisir dès là. J'étais la première fois en 2007 en Chine. Et c'est là, déjà à l'époque, je m'imaginais, enfin, même si je pensais pas faire ce que je fais aujourd'hui, j'imaginais un peu ça parce que j'aimais vraiment les visites d'usines, les produits, etc. Ce qui est super intéressant lorsque tu visites une usine, c'est vraiment le relationnel. Alors, on est d'accord, Alibaba, c'est super confortable, faire des commandes par Internet. Moi, j'ai commencé avec une première commande sur Internet. J'avais pas les moyens de me rendre en Chine. Mhm. Mais par contre, on va créer quelque chose. J'aime bien comparer, tu sais, quand tu fais un peu du business, Sylvain, avec une entreprise, et puis tu es toujours par téléphone, et un jour, tu vas les rencontrer, et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se crée parce que tu as la personne en face de toi, et Ah, complètement, ça change tout. tu fais même tomber le vouvoiement, etc. Et puis, Ouais. tu as une sorte de relation qui se crée si le feeling passe bien. Et en Chine, c'est super important. C'est pour ça que je dis toujours, bougez vos fesses, rendez-vous. Une fois que vous avez assez de débit, allez voir vos fabricants parce que c'est plus facile pour plein de choses. À la fois pour négocier le tarif, par email, c'est plus facile de dire non, etc. Tandis qu'en face, tu as la psychologie et tu Ouais. sens s'il y a une possibilité de baisser, etc. Donc ça n'a pas de prix. Ensuite, également pour les modifications de produits, quand on visite une usine, c'est beaucoup plus simple que d'envoyer des photos, d'expliquer, etc. Bien sûr, ouais. Et là, on peut faire des modifs sur le branding, on peut en profiter. Voir aussi, c'est ce que je vais je vais m'écarter un tout petit peu, mais je vais parler par exemple de la foire de Canton quand tu te déplaces en Chine. Il y a des personnes qui me disent oui, aujourd'hui ça sert à rien d'aller sur la foire ou de se déplacer, on fait tout par internet, c'est le virtuel. Mais c'est incohérent, c'est pas possible de penser comme ça parce que quand tu as la chance de voir le produit en face de toi, que tu as une connaissance avec ce produit, tu sais très bien s'il est bon, quoi. Tu peux le toucher, tu vois les défauts. Qu'en photo, tu sais très bien qu'on peut faire ce qu'on veut. Bien sûr. Et puis, encore une fois, la discussion que tu vas avoir, le relationnel, parce que c'est les personnes avec qui tu vas avancer. Moi, je sais que j'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui mes agents au sein de GITC. J'ai des chefs d'entreprise qui sont des amis. Tout ça, ça vaut de l'or parce que plus tu vas avancer sur ton chemin, tu vas aussi avoir des relations, des contacts aussi, des opportunités pour développer ton business. Et ça vaut vraiment de l'or. Je pense que ok, c'est confortable d'être derrière son ordinateur. Moi, je suis quelqu'un qui adore être derrière l'ordinateur. Tu vois, j'aime bien être dans mon cadre, dans ma petite bulle pour travailler, mais sortir de sa zone de confort pour ne pas mettre de côté le relationnel parce que c'est ce qui va quand même faire la grande différence dans les années qui vont suivre parce que voilà, il y a tellement le virtuel qui prend le dessus sur tout que n'oublions pas les bases. Les bases, c'est super, les fondamentaux, comme tu as dit au début de cette vidéo, Sylvain. Ouais, ouais. Non, absolument. Enfin, à la fin de la foire, on fait du commerce. Et le commerce, c'est des humains qui font des transactions. Et donc, même si le e-commerce et Amazon, tu vois, ça met une distance nécessairement entre soi et le client final, c'est vrai que côté sourcing et achat, enfin, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir cette distance, ou du moins de fermer cette distance. Ça permet de faire une différence énorme. Tu vois, J'ai envie de rebondir par rapport à quelque chose que tu m'as dit tout au début, Sylvain, et c'est vraiment quelque chose que je remarque à la fois chez les vendeurs Amazon, mais aussi ceux qui font du dropshipping. Ils sont extrêmement compétents et puissants dans leur manière de vendre, si tu veux. Ils connaissent tous les outils, les techniques, comme tu as dit, pour que le produit soit bien positionné. Ce qui souvent fait défaut aux personnes qui, comme moi, sont sur le terrain à bien sourcer, à bien acheter. Et je pense que les personnes qui vont réellement avoir un maximum de succès, ce sont celles qui vont réussir à conjuguer tout ça. Tu vois, de se dire, Absolument. les deux sont hyper importants. À la fois la vente et à la fois l'achat. Si j'arrive à être au top des deux côtés, et là, je vais avoir un gros succès, quoi. Ouais. Bah, tu vois, j'ai un exemple. J'ai passé le mois d'août et septembre dernier à Shenzhen. Donc, tu vois, 2 mois pour voir des fournisseurs, etc. Et tu vois, exactement ce que tu viens de dire. Tu vois, on est allé, donc j'ai une personne de mon équipe qui parle chinois. On est allé ensemble visiter un fournisseur. On lui prenait déjà une référence, tu vois, qu'on vendait sur Amazon.
Et en gros, on va le voir. Alors, tu vois, le truc classique à la chinoise, le CEO, il t'invite à boire le thé, tu vois, il prépare son thé devant toi, il rince les tasses. Enfin, tu as forcément fait toute la petite cérémonie, etc. Et puis, on commence à parler petit à petit business. Et en gros, dans la conversation vient, ah bah tiens, vous avez ce produit. Je lui explique, bah ouais, mais si on pouvait faire une variante un peu comme ça, ce serait vraiment top, etc. Et en gros, le gars, il dit, mais je pense que c'est possible, etc. Il appelle un ingénieur ou deux. Enfin, en gros, comme ça, pendant la conversation, pendant la petite tasse de thé, je vous explique que c'est possible, etc. Et en gros, derrière, donc bon, il y avait des normes CE à faire passer. On n'a pas pu tout faire le jour même, mais finalement, on est allé lancer le produit. Et en gros, ça a été notre best-seller du Q4 de toute la fin d'année, simplement parce qu'on était en présentiel avec. Et tu vois, on parlait avec le commercial depuis des mois par mail, mais jamais, tu vois, on a eu cette petite tangente qui nous a amené à développer un produit unique et puis à aller derrière faire un carton sur Amazon. Donc, je pense que, comme tu dis, d'être capable de maîtriser à la fois la partie sourcing achat comme la partie marketing vente, c'est vraiment, c'est finalement assez logique de dire que c'est le cocktail explosif, quoi. Exact. Et puis sur Shenzhen, c'est vraiment le top niveau pour te sortir rapidement un échantillon, un sample de ce que tu veux. Ils sont extrêmement réactifs. Et comme tu as dit, toi, tu serais resté par email. Il y a ces choses-là moi, je demandais des modifications de produits aussi, Sylvain, à chaque fois. Quand je suis allé, il y avait l'ingénieur qui était là. On a modifié tous nos produits. Cette petite variante, comme tu dis, cette petite modification qui a fait toute la différence par rapport aux autres concurrents. Et c'est en allant sur place, justement, que tu peux avoir ce genre de contact, quoi. Ouais, ouais. Et à plus forte raison, tu vois. Alors, je sais pas, quand on est sur la distribution plus classique, mais tu vois, sur Amazon, tout est fait pour que les fiches produits soient mises en concurrence. Tout est fait pour que les gens comparent vraiment énormément de produits. Et si finalement tu te retrouves avec le même produit que tout le monde, il y a toujours un mec qui va le vendre moins cher. Il y a toujours un gars qui sera peut-être un peu mieux classé, un peu mieux. Enfin, tu vois, il y a vraiment un risque quelque part de ne pas réussir à se démarquer. Alors que si tu es capable de développer un produit, c'était, tu vois, le thème de l'épisode avec Jérôme Dalicieux. Si tu es capable de travailler beaucoup plus ton produit et de venir à quelque chose d'unique, en ayant compris ce que veut le marché, tu vois, on revient sur l'idée de cette vague ou de tu vois, cette demande qui existe et de venir avec quelque chose que tu as créé toi-même et qui est unique, tout de suite, là encore, on va dire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce que tu as quelque chose sur lequel les autres ne peuvent pas venir en concurrence frontale et directe. C'est plus une guerre des prix parce que tu as quelque chose d'unique. Et je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de travailler sa supply chain, de travailler ses contacts pour, quelque part, toujours avoir une longueur d'avance sur le marché, quoi. Exactement. On peut plus faire comme dans le passé. Moi, j'ai connu les années import, Sylvain, où en fait, c'était du no-name. Tu prenais ce que l'usine faisait, ça se vendait. Aujourd'hui, il y a tellement de plus en plus de concurrence qu'il faut être capable justement de se démarquer, faire une différence, le branding, le produit, etc. Ça demande beaucoup plus d'efforts que dans le passé, quoi. Ouais, ouais. Complètement. Ouais, et c'est vrai que voilà, une manière d'accélérer les choses, c'est clairement d'aller sur place. Est-ce que d'ailleurs, tu aurais, toi, des exemples de deals, tu vois, de coûts, ou de business simplement qui ont pu avoir lieu que parce que tu étais sur place? Ah, bien sûr. Alors, j'ai des belles histoires à te raconter. Je vais raconter la plus belle. C'est moi, j'allais en Chine, dans l'optique. Si tu veux, j'avais pas accès au crédit. Je savais très bien que pour développer mon entreprise, il fallait que je puisse amener de l'eau au moulin. Et il n'y a pas de secret, il faut des financements parce que j'avais quand même ce problème qui est quand même un joli problème, c'est de vendre plus vite que ce que je pouvais approvisionner. Donc, je me retrouvais souvent en rupture. Donc, je préfère ce schéma-là que le schéma où tu as le stock et rien qui se vend. Mais je veux dire, quand tu sais que le marché est là et que tu n'as pas assez à vendre, tu te dis merde, je pourrais faire beaucoup, beaucoup plus. C'est un autre type de problème, mais ça reste un problème, ouais, de ne pas avoir la trésorerie quelque part pour suivre la croissance. Voilà, une Ouais. croissance trop rapide, ça fait peur aussi à beaucoup de banques, etc. Donc c'était surtout quand tu fais du Made in China. Donc moi je partais dans l'optique, je me dis le seul moyen c'est d'aller créer du relationnel. Il faut que j'arrive à trouver des usines, peut-être que je sois le dépositaire de leur marque. J'imaginais plein de choses parce que j'avais des entrepôts, donc je me dis il faut que j'arrive à gagner la confiance de mes partenaires et puis que tout le monde soit gagnant, quoi. Quitte à laisser un pourcentage, etc., quoi. Donc, je devenais plus importateur, mais je commençais à devenir financier, justement. C'est un tout autre métier. C'est qu'en fait, on s'occupe plus du produit en particulier. On s'occupe principalement de là où on va pouvoir trouver du flux, en fait. Et donc, j'allais frapper. J'étais jeune. J'avais 20.
j'ai même pas 25 ans, quoi. Les personnes, je vois encore la psychologie des chefs d'entreprise chinois. Ils se disaient, bon, il veut nous la faire à l'envers, qu'est-ce que c'est, etc. Mais je frappais aux usines, j'allais les voir jusqu'au jour, en fait, je suis rentré et je me souviens, mon père rentre dans le bureau, je lui dis, j'ai réussi, quoi. On avait 700 000 euros de marchandises qui étaient en fabrication, plus une entreprise asiatique qui avait un partenaire en Allemagne qui décidait de changer et de venir s'associer avec nous, donc qui envoyait tout son stock qui était en Allemagne chez nous. On s'est retrouvés, l'entrepôt était trop petit, j'avais 2000 mètres carrés, qui était trop petit en marchandises. Et ce deal a pu être fait tout simplement parce que j'allais en Chine. Si j'avais jamais été en Chine, je ne me serais jamais fait connaître. Et le relationnel, parce que les Chinois font beaucoup. Il y a le côté contractuel, bien entendu, mais il y a beaucoup le regard, l'attitude, tout ce que l'on fait, la confiance. Tu l'as vu, hein, je pense. Et il y a un moment, si tu veux passer à la vitesse supérieure, il va falloir que tu arrives à trouver des appuis, quoi. Et les choses que les banques, on est d'accord, les banques françaises ne font pas leur métier, ils financent pas le stock, ils financent pas toute la croissance de l'entreprise. Donc, l'avantage, moi, je me savais très bien que pour la Chine, ça représentait pas grand chose. Et eux, c'était du gagnant-gagnant, quoi. Donc, ça a explosé mon business. C'est ce qui a fait que on est passé à la vitesse supérieure, quoi. Tu vois, quand tu expliques ça, le mot qui me vient à l'esprit, c'est ressources. Tu vois, et être capable en tant qu'entrepreneur, et enfin, dans l'import, tu vois, en gros, d'avoir de la ressource pour trouver des solutions, des partenaires. Est-ce que c'est une des clés de la réussite en tant qu'entrepreneur, d'être capable comme ça, voilà, pas de jamais abandonner, mais au moins de toujours chercher une solution et de toujours chercher à progresser, en tout cas d'avoir de la ressource pour voilà, trouver toujours un moyen, quoi. Je pense que le secret est là dans le business, mais dans tout ce que tu mets en place, c'est cet effort que tu vas être capable de fournir dans la durée, en fait. Tu vois, c'est un peu comme un sportif. Tu vois, tu forces que tu veux essayer de décrocher le titre et parfois t'en as ras-le-bol, tu dis j'y arriverai pas, j'arrive pas à avoir le financement, j'arrive pas à, alors que le business c'est là. Je me posais plein de questions, je me dis non mais c'est pas possible, j'ai pas les fonds. On me dit bien que voilà, moi en plus je suis issu de famille ouvrière, on n'avait pas de bien immobilier avec mon père. Donc, on me disait bien, voilà, on peut pas vous prêter, il y a rien derrière en contrepartie. Ce qui est logique, le système est comme ça. Faut pas se battre contre le système. Justement, On prête qu'aux riches. Il faut, voilà, mais c'est vrai, tu vois. Mais Ouais. après, c'est logique aussi, tu vois, on va prêter à ceux à qui on a le moins de risques, tu vois. Donc, mais plutôt que de se dire, bah, je vais me battre contre ce système, faut trouver une autre solution. Moi, je me suis dit, la Chine, c'est surpuissant, quoi. C'est rien un conteneur de marchandises pour une usine qui vend dans le monde entier, quoi. Ah, complètement. Donc, je me suis dit, c'est là-bas que je dois réussir à avoir des appuis, quoi. Et c'est ce que j'ai réussi. Ça n'a pas été évident au départ. Je prenais beaucoup de vent, quoi. Ah ouais. Non, mais c'est ça, de la persévérance et puis ouais, une volonté de jamais abandonner. Je pense que c'est. Tu vas croiser les bonnes personnes sur ton chemin, de toute façon. Ouais. Alors, on a parlé donc d'aller en Chine, de croiser les bonnes personnes. Malgré tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité d'aller en Chine tout le temps ou aussi fréquemment. Et du coup, une manière de travailler, c'est d'avoir un agent, donc de passer par quelqu'un qui est sur place et qui permet de faire le relais. Il me semble que c'est quand même quelque chose que tu recommandes d'une manière générale, de travailler avec des agents. Pourquoi cette recommandation et comment est-ce qu'on trouve un agent ? Alors, les agents, c'est ce que moi j'appelle vos yeux et vos oreilles en Chine. J'ai toujours bossé en direct avec les fabricants, mais j'ai toujours eu aussi 1 ou 2 agents avec moi, d'ailleurs, qui sont encore dans mon équipe maintenant, parce qu'il y a des choses que je préférais envoyer chez mes agents. Tout de suite, tu as ça qui tourne dans la tête des importateurs ou des futurs importateurs. Lorsque tu entends parler agent, ils se disent toujours, ou tout de suite, ils se disent, ça va nous coûter de l'argent, quoi. Alors, parfois, oui, il prend la commission, etc. Mais par contre, tu as un confort. Vaut mieux parfois être le gros client d'un agent que le petit client d'une entreprise où tu vas passer après tout le monde, etc., quoi. Et tu es entre de bonnes mains, il va prendre soin de ton business, etc. Le tout, c'est que ce soit voilà une commission qui est tout à fait logique et qui soit honnête. Mais moi, pour trouver des agents, quand tu vas en Chine, généralement, tu les croises, tu vois, à travers les usines, etc. Les gens que tu vas rencontrer, il va y avoir des agents. Et ben, ça a été au test. Hein. Moi, les personnes que j'ai avec moi aujourd'hui, ça a été. C'est l'expérience qui va faire. Est-ce que tu as fait le bon choix ou pas, quoi ? Je pense que tu es d'accord avec moi.
Les plateformes, je n'utilise pas, par contre. Tu vois, ce qui se passe sur le net, je peux pas te citer de plateforme. J'ai jamais choisi mes agents comme ça. J'ai pas confiance. Moi, j'ai besoin de les rencontrer ou alors que ce soit conseillé par un partenaire, si tu veux. Ça, déjà, ça me permet de m'assurer que la personne qui me le propose, elle va pas perdre la face en me proposant un clown. Donc après, moi, je le teste. Je vois aussi comment il fonctionne. Le feeling passe ou passe pas. Mais je peux pas commander un agent sur le net, quoi. Ouais, ouais. Bon, c'est le réseau, encore le réseau, toujours le réseau, ce que les Chinois appellent le guanxi, qui est ouais, le nom qu'ils donnent au fait, enfin, au contact, aux connexions, et comme tu dis, au fait que on est partenaires, on travaille depuis longtemps ensemble. Donc, si tu me conseilles quelqu'un, je lui fais confiance par proxy parce que voilà, on se fait confiance mutuellement et ça fonctionne un peu de proche en proche comme ça en Chine. Et là encore, ça remet l'idée qu'il faut y aller, il faut aller dans les foires. J'imagine qu'il y a énormément d'agents dans les foires type Canton, etc. Enfin, il faut se bouger pour et peut-être passer au travers de différents agents jusqu'à trouver la bonne personne, celle avec qui ça match à tous les niveaux, quoi. Exact. Parce que ça, c'est important. Il faut que tu sois. Il faut qu'il y ait une connexion, quoi, avec ton agent pour que ça se passe bien. Et puis aussi que ce soit une personne de confiance, que tout le monde gagne. Tout le monde doit gagner dans le business, ça c'est important, mais que ce soit transparent. Ça, c'est vraiment un point qui est. Et si je peux donner un conseil à ceux qui vont écouter le podcast, c'est d'être transparent. On doit savoir ce que l'agent gagne. C'est normal qu'il gagne quelque chose, mais voilà, il faut que ce soit transparent. Alors, une chose, on n'a quand même pas parlé trop de comment fonctionne un agent. Est-ce que c'est, tu vois, que tu payes, tu vois, mensuellement, ou est-ce qu'il est rémunéré au volume de commande? Est-ce que son prix, tu vois, est intégré au prix des produits que tu achètes, ou est-ce que, enfin, est-ce qu'il prend des commissions aussi côté fournisseur que côté acheteur? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne dans les faits, tu vois, un agent, d'un point de vue, on veut dire, financier et rémunération, voilà. Alors, au niveau de mes agents, moi, quand c'était pour mon compte personnel, c'est tout simplement une rémunération sur les commandes, en fait, parce que voilà, il y avait du débit assez régulièrement, donc il y avait une commission dessus. Généralement, un agent va être entre 8 et 10%. Et possibilité de négocier en fonction, bien entendu, plus ça va être des gros montants, plus ça va diminuer, ce qui est logique. Et chez moi, aujourd'hui, au sein de GITC, on a une équipe d'agents où on fait le sourcing justement de nos clients. C'est pareil, j'ai gardé les mêmes principes. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout. C'est par contre, on est entre 8 et 10% de commission, c'est transparent. Tout dépend le montant de la commande en question, quoi. D'accord. Et donc l'agent, comme on le disait, facilite la relation avec la commande, avec l'usine, pardon, fait passer tout ce dont on a besoin pour la commande, enfin fait le suivi. Comment ça se passe au niveau de la qualité de l'inspection? Est-ce qu'il a lui aussi son réseau pour faire venir tu vois, une société pour inspecter ou comment? Alors nous, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a des lieux de production. J'ai un lieu de production qui est à Zhejiang avec une entreprise avec laquelle je suis associé qui font en même temps le trading, donc le sourcing, et également sur Foshan où j'ai un de mes agents qui lui est aussi associé dans une usine de meubles. Donc il y a des produits où on va fabriquer. Sinon, d'autres produits, si on n'est pas du tout en charge de ça, alors il est commissionné bien entendu par comment dire, le client, notre client, c'est lui qui va payer la commission. Nous, on s'assure qu'il n'y ait pas de commission des deux côtés. Tu sais comment ça fonctionne en Chine. Donc, il y a des personnes aussi, on demande des prix. Moi, je vérifie bien, même si j'ai confiance avec mes agents, il y a quand même des contrôles que l'on fait pour voir si tout le monde joue le jeu. Et au niveau de l'inspection, nous, on amène, alors ça dépend aussi sur quel secteur, si c'est notre secteur où on a la possibilité de se déplacer, notre agent va sur place pour faire tout ce qui est, voilà, attendez la photo, on visite l'usine avant. De toute façon, quand il y a un sourcing de produits, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur mes vidéos, on voit un peu, j'ai mis quelques sourcings sur YouTube où on va pour un de nos clients visiter l'usine, on teste le produit, donc on fait un retour, un feedback, et puis on fait aussi l'avancée quand il y a la commande. Jusqu'à l'expédition, on vient checker avant et après on prend les photos, les vidéos, etc., quoi. Après, pour tout ce qui est normes, par contre, alors ça, moi, j'inspecte, on va dire, les documents, mais à côté de ça, on n'a pas le pouvoir en tant qu'agent de vérifier les normalisations des produits, bien entendu. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est bien entendu expliquer si oui ou non ce laboratoire
est un laboratoire reconnu, on va dire, par l'administration douanière en France, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment important parce que à partir du moment où on est importateur, on prend toutes les responsabilités par rapport au produit. Et donc, si on se présente face aux douanes françaises et que le produit ne respecte pas les normes, voilà, on peut pas dire c'est pas moi, c'est les Chinois, puisque c'est Exactement. l'importateur qui doit prendre ouais, la C'est responsabilité. l'importateur qui a la responsabilité du produit qu'il met sur le marché. C'est pas l'entreprise chinoise, donc c'est à l'importateur de vérifier l'ensemble du produit, des normes avant l'arrivée sur le marché, justement, parce que s'il y a un accident, c'est le rôle, c'est l'importateur qui va être visé, hein. Ouais, ouais, puisque bon, en Europe, ils peuvent poursuivre qu'une société européenne, ils peuvent pas les faire retracer en Chine. Donc, ouais, on a toujours cette responsabilité. Donc, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a un intérêt, du coup, à travailler avec plusieurs agences sur un même produit ou avec un même fournisseur, ou est-ce qu'au final, ce serait leur faire une sorte de coup bas? Enfin, tu vois, quelque part pour mettre des agents en concurrence, ou est-ce que c'est potentiellement un peu dangereux ou pas une bonne idée? Alors c'est pas, de mon côté, c'est pas une stratégie que j'utilise. Hem Ça peut être intéressant parce que tu t'assures aussi, c'est peut-être une manière, si tu as pas les moyens de vérifier avec les usines comment ça se passe, de demander justement de mettre en concurrence des agents pour voir s'il y a pas quelqu'un qui abuse. Ça peut être une stratégie efficace pour vérifier si on achète au bon prix, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, de la même façon qu'on fait une demande de devis pour avoir, plusieurs retours et on peut voir aussi, Exact. ouais, pour un même produit, quels sont ouais, où est-ce que les différents acteurs se situent. Alors tu vois, si on revient sur, on va dire que Internet a rapproché, le monde, a rétréci le monde et tu vois, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des e-commerçants qui achetaient à des importateurs, à des grossistes et tu vois, qui se disent: «Bon, bah, il est temps que je m'y mette, je peux aller directement moi-même en Chine, j'ai les volumes, voilà, je vais couper les intermédiaires» et quelque part internet a coupé énormément d'intermédiaires déjà et puis ça continue. Mais ce e-commerçant, il a aucune, expérience de la Chine, tu vois? Tout est assez nouveau. Enfin, quelles sont les erreurs, classique que ferait, tu vois, quelqu'un qui va sourcer pour une première fois en Chine. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut, comme ça, couper un importateur, un intermédiaire et y aller lui-même, tu vois, à quoi est-ce qu'il doit faire attention? Alors, il faut couper un importateur ou un intermédiaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'acheter en Chine automatiquement, c'est le meilleur, bah, bien entendu que c'est la meilleure chose à faire d'essayer d'aller directement à la source, ça on est d'accord, mais à condition d'avoir un débit assez important. Parce que si toi tu commandes par exemple un demi-container et qu'en face de toi tu as un importateur qui en fait venir 10, automatiquement il va avoir des meilleurs prix que toi et peut-être même que tu vas payer plus cher à faire venir ta marchandise que si tu achetais à cet importateur. Donc ça c'est important. Et après c'est pareil, parfois on peut faire aussi des bonnes opérations. Si on a une grosse capacité d'achat, contacter un importateur et tirer les prix au maximum. Il y a toute une stratégie parfois qui peut être intéressante si tu n'as pas la nécessité de brander ton produit par exemple. Mais maintenant, les erreurs que peuvent faire les gens généralement, ce que je remarque moi chez les personnes j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, beaucoup de personnes, parce qu'ils ont un problème en douane, quoi. Alors à partir de là, c'est terminé. Une Ah fois qu'il oui. y a un problème en douane, je suis pas magicien, je peux absolument rien faire. C'est qu'on a jugé qu'il y avait quelque chose de non conforme, c'est fini, quoi. Donc c'est de comprendre l'importance, voilà, de tout le circuit, tout le processus de dédouanement, parce que tu peux faire un conteneur sans faire attention aux normes, etc. et ça se passe bien. Mais si tu veux vraiment avancer dans ce métier, il n'y a pas la place pour l'amateurisme. Il faut faire ça vraiment Ouais, ouais, ouais. simple. Ouais, le pas vu, pas pris, c'est pas une C'est stratégie, clair, long terme c'est clair, pour grandir un business. c'est clair. Et les erreurs, peut-être ce que je remarque en dehors de ces problèmes de douane, c'est peut-être le manque de connaissances sur les us et coutumes des fabricants asiatiques, tu vois, le fait de comment savoir négocier avec eux sans brusquer non plus, parce qu'après tu sais très bien que ça va jouer sur ta qualité. Les personnes, ils achètent du prix, c'est l'erreur d'ailleurs, on peut la citer, c'est d'acheter du prix, quoi. On va leur proposer quelque chose, c'est moins cher, moins cher. C'est pas forcément la meilleure stratégie. Avant d'essayer de gratter le prix, on va peut-être essayer de se placer un peu mieux en termes de production. On va peut-être essayer d'améliorer le produit plutôt que de le diminuer, etc. Tout ça, c'est le comportement à avoir, en fait. Il faut se dire qu'on est un entrepreneur, on a notre image d'entrepreneur
Et ça commence aussi dans la façon où on va se présenter, négocier avec ses partenaires. C'est des Quoi qu'on peut imaginer, voilà, ils sont très sympathiques, très faciles d'accès, les usines, les fabricants chinois, les agents, ça c'est vrai que c'est super confortable, mais par contre, il y a toute cette attitude qui est vraiment, tu connais, hein, ils sont vraiment très très regardants sur ton comportement, ton attitude, ta manière de procéder, et c'est ta meilleure carte de visite. Il faut vraiment se Ouais. maîtriser les us et coutumes, quoi. Et ouais, c'est un excellent retour. C'est pas nécessairement uniquement d'ailleurs une différence culturelle, c'est simplement aussi de la politesse ou enfin de se comporter comme il faut dans les affaires. Et comme tu le dis, toi, la façon dont je le vois, c'est quelque part t'investis dans une relation. Et tu vois, si tu cherches tout de suite à en profiter, à tirer le coup vers le bas, alors bon, déjà tu vas avoir des problèmes. C'est toujours, tu sais, coût, qualité, délai. Tu vois, si tu veux pas cher, on va peut-être faire vite fait, mal fait. Donc on va baisser la qualité. Enfin, il y a toujours ce triangle sur lequel on joue. Et derrière, tu vois, ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est tu vois, tu respectes un fournisseur, il te donne un prix. Tu vois, c'est peut-être pas le plus bas, c'est peut-être pas le prix idéal que tu voudrais. Alors bon, moi je pense ça toujours comme un challenge. Bah, c'est à moi de mieux vendre le produit de l'autre côté, de mieux le valoriser. Tu vois, si je travaille avec ce que j'ai. Mais d'un autre côté, tu vois, ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est tu respectes un fournisseur, il y a une bonne relation. Le jour où il va avoir, tu l'appelles et tu dis, écoute, là, les ventes explosent, j'ai besoin d'une commande en express. Est-ce que sous 2 semaines, on peut expédier, etc. Bah, en gros, si tu as une bonne relation et si tu as quelqu'un avec qui ça fonctionne bien, bah, il va répondre à l'appel. Alors que si tu es, le client tu vois, qui fait toujours chier, pour parler très simplement, qui tire les prix partout, qui est toujours, bon, bah, clairement, le gars va pas te suivre quand tu auras besoin, quoi. Donc, je Totalement pense qu'il d'accord. y a vraiment cette vision long terme et cet investissement à faire dans la relation pour, bah, quelque part, au bout d'un moment, puiser aussi, en profiter. Mais il faut aussi être capable ouais, d'être fair, là encore, pour que ça fonctionne bien, quoi. J'aime bien ce que tu dis, le relationnel, ça me parle tout à fait parce que j'ai toujours bien entendu négocier les tarifs, mais jamais à se saigner, si tu veux. On te propose un tarif, bien entendu, tu vas voir ce que tu peux. Et parfois, c'est pas forcément en termes de prix, Sylvain. Ça va être une option, tu vois. Bah, tiens, en fait, je vais pas t'attaquer sur le prix, mais par contre, je voudrais ça en plus, ça en plus, ça en plus, tu vois. Ouais, Plutôt que de se dire, je veux baisser le prix, moi, j'essaie d'augmenter la qualité de mon produit. Ça, c'est une stratégie ouais, qui voilà. peut être, en plus, je vais peut-être le vendre beaucoup plus cher que tu vois, économiser 3-4% parce que les fabricants marchent pas non plus à des marges qui sont énormes, comme tu sais. Et c'est ce que je dis à mes stagiaires quand le stage que je fais à Canton, je leur dis, commencez par vous présenter parce que moi, je vois des personnes qui rentrent dans un BAUF, tu vois, Ouais, comment on appelle ça, quand à la foire de Canton, ils ont des stands, voilà leur ouais, stand. Les gars arrivent, combien ça coûte? Mais ouais. commence, bonjour, etc. Je viens de France, présente-toi. On a le temps, on n'est pas excité, tu Même vois. les prostituées, on leur parle pas comme ça, hein. On veut quand même créer une petite relation. Dire bonjour, c'est la moindre des choses. Ah ouais, ouais, complètement. Enfin, c'est J'aime pas des bien, je robots. vais la garder cette phrase-là, tu vois. Je te la donne. Ouais, non, enfin, là, c'est limite de la politesse. Enfin, on peut comprendre l'erreur. Tu vois, t'es là pour faire du business, t'es là pour une semaine à Canton. C'est sûr que t'es pas là pour faire des photos du lac et puis voilà, faire des selfies, c'est sûr. Mais il faut pas non plus oublier que, encore une fois, faut penser un peu long terme. Tu as en face de toi des humains et c'est en respectant. Enfin, Exactement. c'est la base. C'est vrai, quand tu vas à la foire de Canton, tu as envie d'avoir un maximum. C'est vrai que tu visites un maximum de stands et t'as pas envie de la faire trop long, mais le minimum de politesse, quoi. Ouais. Ça, c'est clair, c'est super important, quoi. Tu vois, par rapport à ça, tu vois, on revient sur l'idée du prix. Tu vois, j'ai un fournisseur comme ça sur une des commandes. Il avait un peu amélioré, changé un truc. Enfin bref, en gros, il a dit est-ce que je peux monter Et tu vois, c'était quelque chose de 30 centimes. Enfin, c'était pas monstrueux l'augmentation. En gros, tu vois, on s'est dit ok, on va pas l'emmerder. Ok, y a pas de souci, on prend l'augmentation de prix. Et derrière, bah, quelques semaines plus tard, on a voulu commencer à travailler avec lui, tu vois, sur une nouvelle version du produit. Et sur la première commande, le premier produit, on avait eu des coûts de développement. Tu vois, c'est quelques centaines d'euros, mais bon, on avait quand même eu ce coût. Et ben là, tu vois, il a dit bon bah, du coup, je vous facture pas les coûts de développement. Tu vois, et clairement, si on aurait pu refuser son augmentation de prix, mais derrière, c'est sûr qu'on aurait pris on aurait pris les coûts de développement. Et là encore, tu vois, peut-être que ça s'est équilibré. Mais là encore, d'un point de vue relation, c'est pas du tout la même chose d'accepter la demande d'un côté et puis tu vois de l'autre côté demander une faveur, enfin ou recevoir une faveur. C'est pas la même chose que bah,
je fais du lose win, tu vois, je t'écrase Voilà. et la prochaine fois, bah, tu m'entuberas pour te venger et tu es sur une sorte de relation toxique qui finira jamais bien. Et surtout, il y a un point qui est super important, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'à force de gratter, il faut savoir qu'en Chine, on fabrique aussi bien pour le marché africain que le marché américain. Donc il y a des différences, bien entendu, de normes, de qualité, de produits. On sait très bien faire du produit très bas et du produit de très bonne qualité. Et Mm. en fait, on va te le faire ton produit. Si le produit coûte 10 dollars que tu le veux à 6, on va te le faire à 6. Par contre, voilà, tu te doutes bien qu'il va y avoir des petits soucis, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Ah ouais. Ah, et puis tu vois, c'est quelque chose que tu vois très rapidement sur Amazon. En fait, j'en parlais dans un épisode précédent. Toi, tu peux quelque part négliger un petit peu la qualité, rogner sur le prix, sauf que les gens qui vont recevoir le produit sur Amazon, c'est eux qui vont faire, tu vois, les qualiticiens. Si par exemple, tu n'as pas voulu faire une inspection correcte ou tu as négocié trop bas ton prix, tu te retrouves avec un produit qui est pas terrible. Bah, comment tu peux maintenir 4 étoiles et demie sur tu vois, 5 étoiles sur un listing si tu te retrouves avec un produit 3 étoiles ou 2 étoiles, bah, c'est juste impossible. Donc derrière, il va te falloir tellement plus de ressources, d'énergie, pour peut-être essayer de maquiller tu vois, les reviews, de faire de la manipulation, faire des remboursements. Enfin, ça va te coûter tellement plus cher. Et puis en plus, bah, tu rends des gens insatisfaits, tu as des frais de support client parce que tu as plein de demandes. Enfin, finalement, tu as voulu économiser un petit peu d'un côté au côté achat, et puis côté marché, tu te fais défoncer. Et Exact. tu vois, ça te Peu coûte. que tu aies en plus du SAV une économie de 5 dollars qui va se transformer en peut-être 100 euros de perte au niveau de SAV, etc. Ça, il faut vraiment être, voilà, être une petite économie parfois, même à acheter un produit, une qualité supérieure pour vraiment quelques dollars de plus, parce que des fois, ça se joue à 5 dollars, 10 dollars sur un produit, quoi. Et en fait, tu vas avoir une top qualité par rapport à un produit qui ne l'est pas. Et alors, tu as la perte financière et tu as, comme tu l'as dit, après, la mauvaise publicité, les mauvais feedbacks. Ça vaut encore pire, quoi. Ça n'a pas de Ouais, ouais. prix, ça. Parce que sur Amazon, en plus, ça se voit et c'est super important puisque, encore une fois, tous les produits sont mis en concurrence. Puis tu peux te dire, si tu travailles avec, je sais pas, un réseau de boutiques, tu vois, dans le cas d'un import et du trading un peu plus à l'ancienne, je sais pas, enfin bref, hors Internet, bah, tu peux dire que tu vois, tu peux faire un sale coup au gars, lui filer un produit pourri. Tu peux être sûr que quand il aura besoin de quelque chose de plus, C'est bah voilà, il clair. ira voir un autre importateur. Enfin, là encore, on est toujours dans cette idée de si tu penses court terme sur tes relations ou court terme sur tes gains, peut-être. Enfin, voilà, il faut que tout reste équilibré. Je pense que c'est un mot qui est aussi important en Chine, tu vois, l'équilibre, l'harmonie. Et je pense que ouais, enfin, ce message, en gros, d'aller en Chine, de chercher à faire du sourcing, mais en cherchant à rester faire, en comprenant les règles et en Exact. évitant d'abuser, tout simplement, c'est finalement la meilleure manière voilà, de construire quelque chose et de grandir, quoi. Alors, on en arrive à la fin de l'épisode, Fabien. Tu proposes des formations donc, sur l'import-export, mais aussi des stages en immersion en Chine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer un peu tout ce que tu proposes autour de l'univers de l'import? Alors, je propose une formation qui s'appelle Trading Import. C'est une formation qui t'apprend à la fois les fondamentaux qui sont obligatoires de connaître dans ce business et aussi toutes les stratégies de distribution, de vente, de négociation justement avec les Chinois. C'est vraiment l'outil. C'est une formation qui a été faite par un importateur tout simplement, quoi. C'est comme ça que moi j'ai appris ce métier et c'est comme ça que je le conseille aussi aux personnes que j'accompagne. Et puis logiquement, pour les personnes qui ont suivi cette formation, qui ont déjà des résultats à l'import et qui ont envie d'aller en Chine, j'ai mis en place un stage à la foire de Canton. Alors, tu sais qu'en ce moment, bon, tout est en stand-by avec le Covid. D'ailleurs, la foire de Canton va être encore virtuelle. La nouvelle est tombée hier sur la session d'octobre. Mais on a des stages, voilà, où en fait, on visite alors à la fois la foire de Canton, tous les marchés de Canton, pour se faire une idée, un maximum d'idées de produits. Et puis aussi, j'amène les personnes dans des entreprises pour visiter les usines. Et puis, je mets en stage également en place à Yiwu, où là, on est plus sur des produits totalement différents, plus pour les e-commerçants, ceux qui font du Amazon aussi. Et on visite aussi d'ailleurs là l'usine avec laquelle je suis associé, avec mes agents, etc. Moi, ça me plaît moi de faire ce tremplin avec les personnes qui viennent généralement du dropshipping, d'Amazon, leur permettre d'aller sur le terrain, de rencontrer mon réseau aussi, parce qu'après on gère aussi les conteneurs. Là, par exemple, on a passé le cap des 14 conteneurs depuis le 1er septembre avec le plus jeune importateur qui a 19 ans, qui a fait son premier conteneur. Donc, on accompagne vraiment les personnes
tout, quoi. Je suis là aussi pour le dédouanement, les assister. C'est du gagnant-gagnant. Nous, là, sur ce produit, on l'a fabriqué parce que c'est un produit de l'ameublement où on avait l'usine. D'autres produits, on source, on fait des jouets, on fait des produits de musculation, etc. Chacun y gagne à la fois le confort. Alors nous, bien entendu, qu'il y a notre commission. Et puis, à côté de ça, en face, par contre, il y a un vrai service. Moi, en plus, je parle français. Et puis, c'est une sorte, on travaille en équipe, on gagne ensemble, quoi. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que, enfin, pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Chine, faut pas s'imaginer que c'est les US et d'arriver et de parler un peu anglais, ça va suffire. Il y a beaucoup de Chinois qui parlent pas anglais. Et bon, c'est d'ailleurs même pas toujours une question de langue, c'est aussi une question d'avoir quelqu'un qui fait l'intermédiaire local. Et c'est vrai que là aussi, d'avoir des gens sur place, des Chinois qui maîtrisent les codes, etc., là encore, c'est une valeur ajoutée énorme pour l'aventure sourcing, quoi. Voilà, parce que tu as vu, c'est pas évident lorsque tu arrives en Chine la première fois. D'ailleurs, je connais moi plein de personnes qui rendent à la foire de Canton et qui vont rester une semaine, 15 jours et qui ne verront rien à part la foire de Canton parce qu'après, il faut aussi se déplacer dans la Chine. C'est pas si simple que ça. Il y a la barrière de la langue, comme tu le dis. Et quand tu arrives, ça fait beaucoup, hein. La première fois, moi, je sais qu'il a fallu des voyages et des voyages et des voyages pour que ce soit réellement productif, quoi. Donc là, on permet, en fait, c'est un accélérateur de business, tout simplement, quoi. Ouais, complètement. J'ai un pote comme ça, alors c'est un Américain, il vend sur Amazon.com. Mais ouais, il s'est dit à un moment, je vais prendre 3 mois, je vais me mettre à Yiwu, et en gros, je vais simplement me focaliser sur aller trouver des fournisseurs, aller sur le marché. Et avec cette idée, tu vois, de prendre des petits volumes, mais en gros, de faire énormément de tests rapides. Et là encore, c'était possible que si tu étais sur place, mais tu vois, il s'est donné le temps justement pour commencer à prendre contact avec des gens, pour construire les choses petit à petit. Et tu vois, il n'aurait jamais pu. Je crois qu'il a lancé quelque chose comme 30 produits d'affilée. Tu vois, alors tout n'a pas marché, mais c'était vraiment l'idée de voir ce qui fonctionne. Et encore une fois, d'être sur place, ça fait une différence. Mais il faut prendre le temps, il ne faut pas sous-estimer ça prend du temps, de l'énergie et du coût de l'argent. Ouais, tout à fait. Super. Donc ça, c'est pour ce que tu proposes. Et maintenant, si quelqu'un veut rentrer en contact avec toi, veut te suivre, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui nous écoutent? Alors, vous pouvez me rejoindre, visionner mes vidéos sur l'import, sur la Chine, sur la foire de Canton, parce que je me filme avec les visites d'usines, etc. Donc, sur la chaîne YouTube, Fabien Dessin, l'entrepreneur, et puis il y a tous les descriptifs aussi dans mes vidéos, on peut me contacter par mail, etc. Impeccable. Bon, comme d'habitude, je mettrai tout ça en description du podcast. Il me reste à te remercier énormément, Fabien, pour tout ce que tu as partagé, puis à te dire à très bientôt. Je te remercie aussi beaucoup pour l'invitation, Sylvain, et je te dis à bientôt. Merci, ciao. Salut. Voilà pour cet échange avec Fabien, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, comme je le disais en intro, j'ai eu énormément de plaisir à interviewer Fabien, et donc j'espère que vous aurez également appris des choses et eu du plaisir à écouter cet échange. Comme je viens de le dire à l'instant, vous trouverez tous les liens pour suivre l'actualité de Fabien, suivre sa chaîne, le contacter, rejoindre sa newsletter en description du podcast. Fabien partage pas mal de choses, c'est toujours très intéressant, il est très orienté de terrain. Donc si toutes les questions de sourcing, achat vous intéressent, je vous invite chaleureusement à suivre Fabien. Vous trouverez aussi en description du podcast le lien pour rejoindre la newsletter Jams. Donc, la newsletter Jams, c'est vraiment mon canal de communication principal. Donc vous y trouverez déjà des stratégies, des conseils, des astuces pour vendre sur Amazon, mais aussi tout ce qui touche à l'actualité chez Jams, donc que ce soit la sortie de nouvelles formations ou aussi la possibilité de rejoindre le programme de coaching quand il y a des places qui se libèrent. Donc pour être tenu au courant de tout ça, je vous invite à rejoindre la newsletter et donc ça se passe sur le site web jams.fr, ça s'appelle jamz.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.